Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine à Bruxelles en revue. Au menu du grand froid, de la campagne très tendue des élèves en souffrance et de la violence policière. Pour en parler, deux personnalités politiques bruxelloises et aussi deux experts journalistes. Nicolas Dedecker, journaliste au vif. Bonjour Jean-Jacques. Et Mariam Benayad, journaliste à la Libre. Bonjour. Bonjour. Alors cela sent donc l'approche des élections, 6 mois jour pour jour du 9 juin et 10 mois à peu près avant les communales du 13 octobre. Et tout le monde s'énerve déjà. Des élus sont menacés, des conseils communaux doivent se tenir porte fermée. Écolo, Défi et MR s'écharpent sur la neutralité. Fouad Haïdar claque la porte de Voreuil. Abou Jaja veut créer une liste indépendante à Bruxelles. Laurent Hublet aussi. La NVA veut se présenter en Wallonie et le MR fait sa pub « N'en jetez plus ». Dans plus d'actu, Olivier Minguin, Défi, et Marie Lecoq, Écolo, ont eu un dialogue costaud sur la proximité supposée des écolos avec l'islamisme politique. C'est la même influence souterraine du frérisme musulman qui aujourd'hui est en train de s'infiltrer dans différents cercles de décision et qui est en train de nuire à la cohésion de notre société. Marie Lecoq, est-ce qu'il y a de l'entrisme? C'est une influence sur laquelle il convient d'avoir une lucidité totale. Oui, Marie Lecoq. Poser la question est même injurieux. Le sous-entendre, c'est en fait possiblement s'ouvrir à des poursuites également. Et nous en avons déjà fait l'objet plusieurs fois. Nous ne laisserons pas dire qu'il y a un entrisme au sein du parti écologiste, là où nous défendons la liberté des femmes de porter ce qu'elles souhaitent et de ne pas le porter. Alors, beaucoup de tensions, comme je dis, notamment sur la neutralité, mais pas que, sur plein de sujets. Alors, qu'est-ce qui explique cette grande nervosité dans les partis ? Ce qui l'explique, Jean-Jacques, c'est un réflexe de survie bien compréhensible. On a d'ailleurs, spécialement sur la scène politique bruxelloise, plusieurs partis qui, lors du dernier scrutin, se sont racrapotés sur leur électorat, notamment par suite des grands succès du PTB relativement au PS, et par suite du succès d'Écolo, là c'est plutôt dans le sud, relativement par rapport au MR. Et donc, tous ces partis sont en fait à Bruxelles, à l'exception notable du PTB, dans une espèce de crise ou de pré-crise. Ils ont connu des difficultés dès ce scrutin ou après. Donc, quand on est en tension de survie, on se bagarre. On pourrait se dire que c'est une bonne chose. Alors sur la polarisation en général, je trouve que sur cet extrait, il y a quelque chose de très révélateur de l'époque actuelle. On a toujours tendance à dire que tout était mieux avant. Je m'oppose toujours à cette idée. Mais ici, je trouve quand même que, et c'est notamment dû au fait des réseaux sociaux, la polarisation qui est inévitable en politique et nécessaire en campagne électorale, elle se couple à une forme d'isolement. C'est-à-dire qu'on n'est plus confronté, quand on est devant sa communauté des réseaux sociaux, à l'argument de l'autre, aux faits avancés par l'autre, par l'adversaire. Et quand il y a encore des endroits où les politiques se croisent... Comme sur BX1, par exemple, et c'est l'occasion de rendre un hommage à cette prodigieuse scène, Jean-Jacques, quand il y a une occasion de se croiser, on peut comprendre que ça soit plus tendu. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu chacun dans sa bulle, chacun conforté par ses propres certitudes, par ses propres supporters. Et je pense que c'est un des éléments qui j'allais dire pourri, qui pollue un petit peu le débat. Et vous, Mariam Benayad, comment vous voyez cette période préélectorale comme ça un peu tendue, et aussi ces élus menacés ou ces élus qui quittent leur parti? Mais je pense qu'au fil des jours, plus on se rapproche de l'échéance électorale, plus il y aura de la tension et de la bagarre, pour reprendre le terme utilisé par Nicolas Dedecker. Donc c'est entre guillemets un peu normal de voir des tensions pareilles. Après, elles sont peut-être exacerbées parce qu'il y a effectivement une certaine facilité, à cause ou grâce des réseaux sociaux, à être dans l'invective un peu plus rapidement. Maintenant, c'est le jeu politique. Je pense que quand il y a une insulte, entre guillemets, d'un côté, il y a une réplique de l'autre. Si ce n'est pas sur les plateaux télé, c'est sur les réseaux sociaux, comme je viens de le dire, comme Twitter ou X, comme on l'appelle maintenant. Donc, on est, j'ai envie de dire, dans la logique des choses. Peut-être qu'on a pris un peu plus d'avance.
il y a des crises respectives dans les différents partis, donc il faut récupérer les sujets qui fâchent. Les questions sécuritaires, par exemple, on va y revenir, mais bien d'autres. Eh bien, on va accueillir nos deux invités politiques. On va entendre leurs arguments. L'une est députée régionale dans l'opposition, l'autre est bourgmestre. L'une est de l'est de la région, l'autre du sud de la capitale. Ce sera le combat de l'âne et du chicon. Je parle de leur commune. L'avocate et le politologue qu'ils et elles entrent. Nous accueillons donc Leila Lassaigny, députée bruxelloise PTB, aussi conseillère communale à Schaerbeek, et Jean Spinette, bourgmestre PS de Saint-Gilles. Bienvenue à tous les deux. Alors, que pense d'abord le bourgmestre de cette tension préélectorale? Est-ce que vous la vivez aussi au sein de votre commune? Est-ce que vous sentez qu'au sein de la majorité ça bouge, qu'au sein de l'opposition ça bouge? Oui, bien sûr, et ça s'est senti dans tous les conseils communaux auxquels j'ai eu connaissance, en fait, même à Saint-Gilles, où finalement l'ambiance était, même parfois pour le public qui venait assister à nos travaux, assez soporifique. On a un usage très régulier qui est fait pour le moment des interpellations citoyennes qui nécessitent 20 signatures pour être déposées, et où en fait on a un public qui vient avec une certaine polarisation sur les questions de mobilité, mais aussi parfois, paradoxalement, sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la vie communale. Par exemple la politique internationale, pas besoin de vous faire un dessin. Donc c'est clair que souvent c'est l'occasion de chauffer un peu la salle et de rendre ces débats finalement plus éloignés des enjeux de la gestion communale. Et donc c'est vrai qu'on sent un besoin. Et je pense que les rapports sociaux et les rapports aux réseaux sociaux ont changé beaucoup les choses, parce qu'au conseil communal, avant, on avait un débat sur le fond avec des questions, un travail. Ici, maintenant, on est en train de se filmer pour faire un Facebook ou un TikTok. Et en fait, on intervient pour être présent sur les réseaux sociaux. On n'est plus là pour intervenir, pour questionner la question au conseil communal. Et donc, c'est vrai que la campagne est très teintée de cet usage des réseaux sociaux et de l'instrumentalisation de nos parlements que sont les conseils communaux. Est-ce que ça veut dire que vous remettriez en question cette règle des 20 signatures pour faire une interpellation citoyenne? Vous trouvez qu'il faudrait davantage de signatures pour un peu réguler cela? Écoutez, j'ai posé la question en conférence des bourgmestres à mes collègues pour voir s'ils étaient confrontés à la même chose. Parce que nous, on a une présidence du conseil communal qui est assurée. Et moi, quelque part, je dois assurer l'ordre public. Et certains élus ont eu peur d'agressions physiques. Et heureusement que nous avions, avec la police et la zone midi, assuré au moins un maintien de l'ordre. C'est clair que c'est une question à se poser, de voir comment est-ce que l'usage de cette interpellation est fait. S'il n'est pas instrumentalisé, c'est juste génial. Mais c'est vrai que même M. Minguin, que nous entendions tout à l'heure sur ces questions, lui était clairement, quand ces législations ont été conçues, c'était l'hyper-accessibilité. La participation, finalement. Participation. Mais de voir comment est-ce que c'est représentatif et est-ce que ça n'est pas instrumentalisé. Donc, vous voulez remettre ça en question? Je pose une question à l'ensemble des gens, c'est un débat qui doit être collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a un usage détourné. Et vous, Leila Lassaigny, peut-être juste là-dessus d'abord, et puis après plus généralement sur les tensions, quand vous participez au conseil communal à Schaerbeek, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a une tension un peu bizarre, que ce serait dû aux interpellations citoyennes? Moi, je n'ai pas comme idéal... Est-ce que vous êtes à la base de certaines interpellations citoyennes? Mon objectif, ce n'est pas de revenir à une époque où les débats communaux sont soporifiques. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus ça l'idéal qu'on a a priori. Donc, voilà, je suis un peu questionnée d'entendre ça, de dire qu'en fait, il faudrait peut-être limiter l'accès aux citoyens au conseil communal. Parce que souvent, ça permet quand même un vrai débat d'idées aussi sur des questions qui sont souvent en fait des questions d'ordre communal, mais ça permet de mettre des sujets sur la table qui peut-être parfois ne sont pas mis parce que les conseils communaux loupent parfois des choses, mais aussi ça permet vraiment d'avoir un débat sérieux. Et donc voilà, on a des tensions aussi à Schaerbeek comme partout ailleurs. C'est pas non plus. Vous réunissez, parce que c'est pas toujours le cas. Déjà, donc je pense que voilà. Ouais. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Forêt, à Molenbeek et à Anderlecht, où il a fallu travailler à huis clos, finalement, pour des questions de sécurité, est-ce que ça pose pas question?
Évidemment que ça pose question. Je pense que les gens doivent pouvoir faire leur travail dans des bonnes conditions. Donc, je veux dire, il n'est pas question que des gens se sentent menacés ou qu'on dise je vais retrouver tes enfants. Enfin, ça, c'est assez clair. Mais bon, il y a quand même des enquêtes qui sont possibles, des procédures qui existent. De là à dire qu'en fait, il faudrait finalement, l'idéal, ce serait un conseil communal qui se déroule à huis clos. On perd quand même l'idéal démocratique qui est, en fait, c'est un débat local, accessible, et on doit pouvoir trouver des moyens pour que les débats soient en même temps interactifs et en même temps respectueux. Et donc là, je pense qu'on est en train d'un peu, peut-être dans certaines communes, tester certaines choses. Il faut réfléchir, mais de là à dire, en fait, la solution, c'est surtout que les gens arrivent le moins vite possible au conseil communal, ça me semble quand même pas vraiment la bonne direction. C'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'aimerais corriger. Au Parlement bruxellois où Madame siège, bizarrement, il y a des MP qui contrôlent l'identité. Je ne l'ai pas entendu dénoncer ce fait. Et donc, je n'ai pas dit que je voulais des débats soporifiques. Et je n'ai pas dit que je voulais réduire. Non, mais je dis qu'au Parlement, dans tous les parlements, on évite que des gens ne viennent prendre en otage la démocratie et on contrôle leur identité. Nicolas de Decker, c'est un point de vue, une discussion intéressante. Il y a d'abord la question de principe, et qui doit être toujours celle qui guide tout le monde, c'est d'une transparence le plus absolue possible. Vous savez, sur l'hôtel de ville de Verviers, il est écrit « Publicité sauvegarde du peuple ». C'est là que Pierre-Yves Joly a fait sa publicité, d'ailleurs c'est assez comique. Mais l'idée de se dire « on va faire entre nous, prendre les décisions importantes entre nous », c'est évidemment le contraire absolu de la démocratie. Le problème des questions, de la manière dont aujourd'hui la politique se fait, c'est qu'elle se fait en surdramatisant ce qui n'a aucune importance et donc en mettant sur le côté ce qui en a une réelle importance, Jean-Jacques. Et donc j'ai pas de solution. Attendez, les amis. Disons déjà aux gens que ce qui oriente le plus matériellement leur vie, c'est bien davantage ce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et donc, que le fait que les séances des conseils communaux soient publiques et télédiffusées, c'est une merveille, mais qu'ils doivent en fait aller chercher les autres débats, ceux d'après, ceux quand on parle, quand on conseille vraiment. Et il faut se les faire expliquer. Et c'est aussi le rôle des médias, Jean-Jacques, c'est aussi le nôtre. Nous sommes des experts, nous avons 1 heure pour parler des grands sujets de société, mais on n'est plus encore à 1 heure. C'est aussi le devoir des médias, Jean-Jacques. Mariam Benayad. C'est à cause de lui si on n'est plus à 1 heure. Mais moi, je retiens qu'il y a un usage régulier et plus important de mobilisation citoyenne, et ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut retenir, puisque à l'approche d'échéances électorales qu'on a évoquées il y a quelques instants, c'est sain de constater que le citoyen s'intéresse un peu plus à la vie politique maintenant. S'il y a un intérêt plus important, mais qu'il est entouré de faits de violence ou de menaces, etc. et tout, c'est vrai qu'il faut se poser la question d'un cadre à apporter. Je ne suis pas certaine que réduire le nombre de personnes augmenter le nombre de personnes augmenter le nombre de signer exactement soit la solution, mais en tout cas, alors comme l'a dit Jean Spinette, c'est une question qui a été posée. Je pense que on attendra la réponse. Il faut voir la réponse. Il faut voir aussi d'autres propositions qui vont dans le sens, mais il faut un équilibre entre permettre aux citoyens d'user de leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie politique, et d'un autre côté faire en sorte que les personnes qui le représentent le fassent dans des conditions de sécurité minimales. Alors plus largement maintenant sur cette campagne préélectorale, je voudrais vous montrer une image dont on a beaucoup parlé en début de semaine. Il y en a eu d'autres, c'est pas la seule. C'est cette nouvelle campagne du MR qui a été lancée par le MR, et ces 50 nuances de gauche, ça concerne le PS et le PTB notamment, pas seulement, et elle a été très vite détournée, elle est rentrée très vite dans les mèmes, dans les gifs, un peu sur tous les réseaux sociaux. Donc le président du MR était très satisfait de sa campagne qui a été lancée. Le PTB est très actif aussi en matière de campagne, notamment sur les réseaux sociaux. C'est important d'utiliser cette manière de communiquer. Vous avez l'impression que c'est la bonne manière, les réseaux sociaux? C'est une des manières, oui. C'est une des manières, c'est pas la seule, mais c'est c'est un canal qui permet de toucher énormément de gens. Donc oui, c'est important. Après, on ne fait pas exactement le même type de campagne. Pour l'instant, on est vraiment plus axé sur la grande enquête qu'on réalise auprès de milliers de personnes, etc., à l'approche des élections. Atteindre 100 000 personnes, c'est ça. Donc oui, mais par contre, oui, les réseaux sociaux, c'est comme d'autres endroits. Oui, c'est vraiment essentiel. Ne pas être là, c'est vraiment se limiter à des canaux entre guillemets traditionnels. C'est aussi. Mais il faut pour ça commencer 6 mois avant les élections, déjà en parler, ou le faire tout le temps?
Nous, on le fait tout le temps. Je veux dire, on ne peut pas vraiment dire qu'on attend qu'on est en campagne seulement pour les élections. Justement, on a quand même un concept de la politique qui est d'essayer au maximum, en dehors de la campagne électorale, d'attirer, de faire travailler les gens sur certains sujets, de les mobiliser, de se dire en fait c'est avec vous qu'on veut faire de la politique, etc. Donc nous on a ce réflexe et cette réflexion depuis vraiment longtemps et on mène des campagnes tout au long de la législature. Donc c'est pas vraiment maintenant qu'on se réveille avec ce genre de campagne. Jean Spinette, le PS aussi fait des actions notamment sur le terrain, mais ça vous a énervé cette campagne du MR? Je pense qu'il y a déjà eu des détournements, j'ai vu passer. Je vous avoue que j'essaye de scroller le moins possible pour pouvoir travailler et arrêter d'être absorbé par ces réseaux sociaux, surtout qu'ils ne sont pas toujours très fraternels et pas toujours le reflet de la réalité, parce qu'on a souvent l'occasion, grâce au logiciel qui préside au fonctionnement de ces dispositifs, de se voir flatté par les siens, d'être manipulé, d'avoir tous l'impression d'avoir raison de son côté et que les gens sont isolés sur leur téléphone. Donc moi, en fait, j'aimerais bien justement que la politique arrête de scroller pour qu'on soit... peut-être moins à faire de la bouchérisation de la politique où on a besoin d'avoir des slogans bien accrocheurs et être dans le clivant, parce que ça permet d'exister et attirer l'attention de toutes et tous, et d'être dans quelque chose où on fait une proposition. Là, il n'y a pas de proposition. Alors, c'est une question intéressante au niveau linguistique. Est-ce qu'il faut dire bouchérisation ou bouchérisation à discuter. Alors, je vous laisse peut-être tous les deux, Nicolas et Mariam, parler de cela. Moi, ce qui m'a heurté dans cette campagne, alors que les partis fassent de la propagande, c'est non seulement normal, mais en plus sain, que les médias décryptent cette propagande, certes, c'est important, mais il y a une dimension là-dedans qui m'embête, c'est que ces publicités qui sont faites par un parti politique se trouvent aussi dans les médias. Si vous ouvrez les journaux cette semaine, vous avez la publicité du MR. Et là, je trouve qu'il y a un problème. Vous êtes contre la publicité électorale ? Moi, je suis super pour, mais sur des espaces publics, régulés, de publicité même commerciale d'ailleurs, mais dans des médias, moi ça me gêne. Quand j'ouvre un journal et que je vois un article sur l'actualité politique dans laquelle interviennent des membres du MR, et qu'à côté je vois qu'un des annonceurs de ce média c'est le MR, et ici c'est le cas de tous les partis, et de tous les médias aussi. Et de tous les médias, y compris sans doute le mien, j'en sais rien, je trouve ça problématique. Je trouve qu'un parti politique... Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, là ça vous gêne pas? Ça me gêne aussi, mais à d'autres titres. Ça me gêne à cause des biais dont on a parlé tout à l'heure, mais spécialement dans les médias, à l'heure d'ailleurs où, de nos jours, on critique les médias pour leur influence supposée ou leurs inflexions idéologiques supposées, leur proximité avec le politique, le fait que des partis payent des médias, ça m'embête. Mais s'il y a une pub pour McDonald's ou pour l'ambassade du Maroc, aussi, ça un autre titre. Un autre titre. Mais dans l'actualité politique, c'est un problème. Sur cette campagne et toute la communication autour de ces campagnes. Moi, j'ai vu aussi tous les détournements. Au début, je vous avoue que j'ai pas compris cette campagne parce que le slogan, voilà. Moi, j'ai vu. Vous pensiez que c'était pour le Football Club de Liège ou... Non, mais j'ai vu la référence au film 50 nuances de Grey. Oui. Alors je me dis, c'était pas la référence la plus fine, mais bon, chacun ses choix, j'ai envie de dire. Sans vilain jeu de mots, j'ai même pas fait exprès celui-là. Mais pour revenir sur la question de la publicité qui en est faite au niveau des médias, si on parle d'une campagne parce que c'est un fait d'actualité et qu'il faut le décrypter, j'ai aucun problème, c'est le rôle des journaux. Si c'est là qu'il y a une critique par rapport à ça... d'insertion publicitaire, contre-paiement. Que personnellement, j'ai pas vu, mais ça doit effectivement exister. Je crois, Nicolas, ça existe. Et alors, ça deviendrait un problème, parce que si un parti peut le faire, d'autres vont le faire. Et là, mais c'est pas nouveau. Ça existe et c'est effectivement pas nouveau. Mais... peut-être que je suis complètement stupide, mais j'ai pas compris cette campagne. Très bien. Très honnête, on demandera à Georges-Louis Boucher de vous appeler je ne comprends pour pas, vous expliquer. Je comprends pas le message. Je comprends pas le message derrière, et donc c'est peut-être. Jean Spinette, très rapidement. J'ai un sujet que je voudrais mettre sur la table là-dessus. C'est vrai que le ciblage à travers les réseaux sociaux m'inquiète encore plus, parce qu'à l'heure où on travaille sur le RGPD, le respect de la vie privée des gens et l'utilisation des fichiers, les réseaux sociaux, s'ils sont rémunérés et payés, et certains bureaux de parti travaillent fort sur cette question, on a un ciblage de communication très 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 intrusif qui rentre dans la vie de chacun et chacune dans le téléphone. Et donc, je vois du ciblage qui m'inquiète beaucoup plus que la présence de publicité dans les journaux, parce qu'à la limite, on achète le journal. Par contre, on ouvre son téléphone, on a des pubs très ciblées qui utilisent à moult argent des données confidentielles pour pouvoir cibler les bonnes personnes.
Parlons à présent de l'enseignement. Éduquons, dit-on en un mot. Les derniers résultats PISA sont sortis, cela reste mauvais, notamment en maths et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les causes avancées, les effets du Covid qui a affaibli les résultats, donc je disais notamment en mathématiques, mais aussi l'anxiété. C'est ce que relevait la pédagogue Ariane Bay dans le 12h30, c'était mercredi. Alors c'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose qui touche particulièrement les mathématiques et particulièrement les filles. Donc les filles sont très anxieuses. En avril 22, quand on les a évaluées, elles avaient vraiment peur de rater en mathématiques, d'avoir un échec, peur quand elles sont confrontées à une résolution de problèmes de maths, et beaucoup plus que les garçons. Alors c'est pas quelque chose de neuf, on l'avait déjà observé la dernière fois qu'on avait évalué les maths en profondeur, c'était il y a 10 ans, en 2012. On avait déjà ce phénomène d'anxiété chez nous, de différence en défaveur des filles. Là, l'anxiété a augmenté fortement et donc surtout chez les filles. Il doit y avoir un effet de la crise sanitaire. J'imagine qu'au printemps 22, si on se souvient, je pense que les professeurs se demandaient comment ils allaient réussir à voir leur programme et les élèves, ils nous l'ont dit aussi dans notre enquête, avaient l'impression d'avoir pris du retard en lien avec la crise sanitaire. Ils sont 65% à nous dire « j'ai pris du retard », beaucoup plus que dans les autres pays, ou en tout cas que la moyenne internationale. Alors on a toujours une angoisse quand ces résultats de PISA sortent parce qu'on sait que ça va être mauvais. Et là, pas de surprise, c'est mauvais. Alors, est-ce que le pacte d'excellence suffit ou suffira à régler le problème et la lacénie? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des éléments dans le pacte d'excellence qui sont intéressants et la façon de réfléchir le tronc commun, notamment, c'est un des éléments de la réponse. Après, dans les tests PISA, on voit que en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça baisse, mais ça baisse en partie moins qu'ailleurs. Oui, c'est parce qu'on a déjà beaucoup baissé avant. Oui, mais voilà, il y a peut-être aussi, si on parle de l'effet Covid, je pense que c'est une région qui a moins longtemps fermé les écoles. Et on voit vraiment ce qui s'est creusé très fort, c'est les inégalités pendant ce Covid. Parce qu'il y a il y a la question de santé mentale dont on vient de parler, mais il y a aussi, au niveau des inégalités, il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas suffisamment d'équipements au niveau informatique, etc., pour permettre à tous leurs enfants de suivre correctement. Et donc on a des enfants qui ont été pendant des mois et des mois vraiment coupés en fait, de l'école, la socialisation, donc des problèmes de santé mentale. Malgré tout qu'on a mieux réagi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'un des points quand même qui était intéressant, c'est de se dire qu'on a essayé le plus vite possible de réouvrir les écoles. Et c'est vraiment une demande. Après, ça fait longtemps qu'on est un des enseignements les plus inégalitaires d'Europe. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on est comme dans quelle famille, dans quel milieu social, on peut plus ou moins prédire, malheureusement, le parcours scolaire dans les grandes lignes. Et donc ça, c'est vraiment le point sur lequel il va falloir absolument travailler, plus que savoir si on a baissé de 1 ou 2 points dans l'enquête PISA, c'est de savoir au niveau santé mentale des jeunes, qu'est-ce qu'on met en avant comme mesure pour que cette santé des psychologues, etc., soient plus accessibles, parce qu'il y a des listes d'attente incroyables, en fait, maintenant, si on veut avoir un suivi correct. Et puis 2, comment est-ce qu'on travaille sur l'inégalité scolaire. Et ça fait vraiment des années et des années que c'est un problème. Et ça ne se réduira pas simplement d'un coup de baguette magique. Il va falloir des mesures structurelles pour ça, quoi. Jean Spinette, j'entends quand même le PTB plutôt positif sur comment la Fédération Wallonie-Bruxelles a géré ce problématique-là. Comment vous voyez que ça se passe, peut-être vous, à Saint-Gilles? Comment ça se passe au niveau de l'enseignement, je partage tout à fait cette analyse sur les inégalités socio-spatiales et les volontés qui n'atteignent pas encore tous leurs objectifs. Je pense qu'il faut être honnête, mais qu'il y a une véritable attention à essayer de réduire ces inégalités. C'est vrai que dans l'enseignement saint-gillois, où on s'est battu pour l'insertion de la pédagogie active, accessible à toutes et tous, justement dans des quartiers où, a priori, c'est plutôt dans d'autres périphéries bruxelloises qu'on avait l'habitude de ce genre de pédagogie, et ça donne d'excellents résultats. Et donc, je crois que l'investissement dans l'enseignement a toujours été un objectif de réduction des inégalités, doit le rester. Il faut de l'encadrement, il faut du personnel. C'est vrai que les problèmes d'accessibilité à la logopédie, aux accompagnements, à tout l'enjeu des réformes sur l'adaptation de l'enseignement aux différentes spécificités des enfants et de pouvoir les accompagner. Ici, on a une crise majeure où les enfants sont
en grande détresse de santé mentale. Et effectivement, il y a un vrai problème de suivi, d'accompagnement. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il y avait un petit détail dans le billet que vous avez proposé, c'est que les filles avaient peur de présenter, se sentaient moins compétentes en matière de sciences et de mathématiques. Et donc ça, c'est vrai qu'aussi, en matière d'inégalité sur la question de genre, ça a été souligné, mais pas assez. On a effectivement certaines matières qui sont considérées par d'aucuns comme inaccessibles à certaines classes socio-économiques, mais aussi à certains genres. Et là, il y a un vrai travail qui est en cours grâce au pacte d'excellence. Dans les faits, les filles sont meilleures, sont scolairement meilleures que les garçons. Nicolas de Decker. Mais dans ce domaine de l'enseignement, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui me fascine moi depuis très longtemps, qui suis par ailleurs fils d'enseignant, c'est ce qui m'a rendu si socialement adapté et si brillant, c'est que contrairement aux autres domaines du débat politique, contrairement à l'économie, au social, à la mobilité, à l'énergie, aux relations internationales, on sait plus ou moins à coup sûr scientifiquement, la science a posé toute une série de solutions aux problèmes qui sont ceux de l'enseignement en Belgique. On sait, depuis assez longtemps, il y a un consensus en sciences sociales, en sciences de l'éducation, sur comment résoudre les principaux problèmes de l'enseignement en Belgique. On a quand même mis longtemps à accoucher d'un pacte d'excellence. Qui lui-même ne répond que très partiellement à ces problèmes. Et pourquoi je suis pessimiste et pourquoi je pense qu'on ne répondra jamais aux problèmes, notamment d'inégalité dans l'enseignement en Belgique et en Belgique francophone, c'est parce que les solutions sont impossibles parce qu'elles sont parfaitement impopulaires. Il y a en Belgique, et dans le monde entier, aujourd'hui c'est plus ou moins universel, un tel attachement des parents à leurs enfants que ce qui est bénéfique pour leurs enfants et pour la société est malheureusement impossible, sachant que c'est exactement le contraire de généralement ce que veulent faire les parents avec leurs enfants. C'est-à-dire les parents, généralement, ils aiment leurs enfants, ils ont raison, et ils veulent les protéger d'autres enfants de certains milieux. Ils veulent les protéger de nuisances qu'ils pourraient considérer comme faire vivre dans un cocon, c'est ça. Ils veulent les mettre dans un cocon et c'est tout à fait normal, j'allais dire naturel, ce qui est un horrible mot. Or, ce qui est nécessaire pour l'éducation des enfants, c'est que leurs parents s'en occupent le moins possible, Jean-Jacques. C'est ça le drame. Et moi, je pense que personne ne va voter pour un parti qui dira « je veux la communauté des enfants », vous vous rappelez de Platon. Oui. Platon, c'est ce qu'il prônait, la communauté des enfants et des femmes. C'était pas très consensuel déjà à l'époque, je suppose, ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais sur la communauté des enfants, les systèmes qui laissent le moins le choix aux parents sont ceux qui fonctionnent le mieux. Mais évidemment, en tant que parent, on a envie d'avoir le choix. C'est évidemment. Et on a envie d'avoir son mot à dire. On veut savoir, et on sait, et je ne dis pas qu'on a tort en soi, mais on sait ce qui est bien pour son enfant, ou on pense bien le savoir. En réalité, non. Je vous propose de passer à notre. Parents aussi, Jean-Jacques. C'était pas ça qu'il fallait faire. Oui, c'est pas contre les parents. Je vous propose les têtes d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire, celui qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Léla Lasseni. Siegfried Bracke, qui poursuit Raoul Petebeau et le PTB en diffamation. Sarah Chahari, championne de taekwondo, une bruxelloise. Roger Nols, le bourgmestre scarbécois au buste retourné à Schaerbeek. Ou Big Dan Goethals, ancien entraîneur de basket à Antibes et neveu de Raymond Goethals. Qui choisissez-vous? Siegfried, Sarah, Roger ou Dany? Mais donc pas en bien, monsieur Siegfried Bracke. Siegfried Bracke, donc l'ancien président du Parlement NVA. Alors, dites-nous un peu pourquoi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu une audience cette semaine suite à la plainte que M. Bracke a déposée contre le PTB pour la campagne qui dénonçait les bonus de pension qu'il avait reçus. Et donc, il attaque la campagne qui le qualifie de profiteur, ou en tout cas d'avoir... Oui, il ne veut pas du mot profiteur. C'est ça. Pour moi, c'est quand même un point relativement inquiétant, dans le sens où, dans les faits, il n'y a rien de faux qui a été dit, c'est-à-dire que les bonus pensions, tels qu'ils ont été décrits dans la campagne du PTB, sont corrects. Donc, il a bien touché cet argent. Il y a eu des... Et il ne vous attaque pas là-dessus. Non, mais voilà. Et donc, au niveau des faits, etc., les faits sont tout à fait corrects. Enfin, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'atteinte illégitime à sa réputation.
Et pourtant, il décide déjà de ne pas rembourser l'argent qu'il a perçu, ça c'est un point, depuis l'Afrique du Sud où il a sa résidence, d'envoyer ses avocats pour faire taire, entre guillemets, cette campagne-là. Et moi je pense qu'il y a quand même vraiment au niveau de la liberté d'expression et de la façon dont on fait de la politique, il y a quand même une étape qui est franchie là qui me semble inquiétante. On en parle, sans doute, c'est l'effet Streisand. Hein. Il ne veut pas qu'on en parle et on dit le mot profiteur. Nicolas de Decker. La tribune qui lui est donnée ici, les amis, pour vous dire que Sarah Chari est carolo-régienne. Elle a reçu le mérite sportif en 2022. Elle est d'origine Carolo-Elvia Bruxelles. On le reste toujours, Jean-Pierre. Allez, arrêtez un petit peu. J'ai toutes les preuves. Et vous, Jean Spinetta, je propose 4 autres personnes. Tout d'abord, Nicolas Maduro, le Vénézuélien qui veut annexer le tiers de la Guyane. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État US mythique mais décédé, Michael de Kock, le directeur du théâtre flamand, le KVS, qui se met à l'écriture, ou alors Taylor Swift, personnalité de l'année selon Time Magazine. Qui choisissez-vous? C'est tous des étrangers. Nicolas, Henry, Michael, pas, ou Taylor? Mon Dieu. Alors c'est là, oui, Taylor Swift. Oui, Taylor Moi, Swift. En fait, c'est particulier parce que c'est vrai qu'on lui voue une image mondiale et ces personnes sont tellement éloignées de nos réalités au quotidien. Et donc, c'est vrai que ce sont des icônes qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qui font partie de la vie des jeunes. Comme il y en a toujours eu, des stars. On a même fait un film sur sa vie. Elle est on parle de succès planétaire. Même Madonna, à côté, elle est rangée maintenant. Et donc, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est un phénomène. C'est un phénomène particulier, parce qu'Henry Kissinger, on a ressorti un best-seller sur lui. Je pense qu'il n'a pas fait que des grandes choses. On a célébré les 50 ans d'Allende. Et je pense que le réel politique de Kissinger, je ne comprends pas pourquoi on lui rend tant d'hommage aujourd'hui. Et donc, je préfère parler de Taylor Swift. Vous devez en choisir un. Donc, vous avez choisi Taylor Swift. N'essayez pas d'en choisir un deuxième. Mariam Benayad, il y a une des personnalités sur lesquelles vous voulez... Moi, j'aurais pas voulu choisir un de ces 4 parce que déjà Taylor Swift, désolée, mais je ne connais même pas. Si, je sais qu'elle existe, mais voilà. Bravo l'expert. Donc, si vous ne voulez pas en choisir... Non, c'est des choix. Non, je n'ai pas de choix. D'ailleurs, ce n'est pas à moi. C'est Nicolas de Decker qui aime réagir à tout. Non, il a réagi. Allez, on va passer aux 5 infos de la semaine. Vous êtes bien perturbants tous les deux aujourd'hui. On est sage. Oui, tout à fait. Quelle info vous a ravi ou vous a énervé et pourquoi? On va commencer par vous, Jean Spinetta. Il y a 170 Belges à Dubaï pour la COP 28. Ou alors, feu la loi anti-casseurs. Les manifestants ne seront finalement pas interdits de manifestation, en tout cas les manifestants casseurs. 5 projets architecturaux de stade pour l'Union. La marche contre l'antisémitisme dimanche ou exit le dernier kiosque à journaux à la Toison d'Or. Qu'est-ce que vous choisissez? Sur quoi voulez-vous réagir? Et ça m'énerve ou ça me ravit? Oui, mon Dieu, voilà. C'est dur parce qu'il y a vraiment des choix footballistiques qu'on sait que je vais vous piéger. en choisissez un. Je vais me ravir sur feu la loi anti-casseurs. Oui. Parce qu'effectivement, ça a été un vrai débat éthique et justement, on l'a eu au conseil communal et j'avais l'occasion, dans la réponse que je faisais au nom de la majorité, de dire que je faisais confiance au travail parlementaire qui allait examiner les amendements et regarder et peser le pour et le contre et justement donner quelque part la place à un débat sur les objectifs louables initialement poursuivis, c'est-à-dire d'écarter des manifestations et de l'expression juste de la population de son point de vue, de personnes qui viennent là pour faire autre chose. Et en gros, je suis ravi de voir que finalement on a fait marche arrière parce qu'on s'est rendu compte que cette loi anti-casseurs avait des effets très pernicieux sur l'exercice de la démocratie et qu'au nom de ça, si un dispositif peut apparemment proposer des choses intéressantes, il peut comporter des choses et la société civile, les syndicats, les associations, tout le monde ont attiré l'attention des parlementaires et bizarrement, alors que c'était versé dans un accord, on a changé de point de vue. Et vous, Leila Lassani, si vous en choisissez un autre qui vous énerve ou qui vous fait plaisir? Pour ce qui est de la marche contre l'antisémitisme... qui a lieu demain à 14h, place de la Chapelle. Vous n'y participez pas. Alors pourquoi la choisissez-vous? Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet vraiment important. Enfin, l'antisémitisme et le racisme, la lutte contre le racisme en général. Mais pourquoi vous ne marchez pas alors si c'est important? Parce que malheureusement...
cette marche est instrumentalisée par des forces malheureusement plutôt réactionnaires qui nous visent notamment comme des sortes de vecteurs de l'antisémitisme. Mais je voudrais quand même souligner d'abord dans cette marche la position notamment de l'UPJB et des autres organisations juives progressistes qui vont y participer, et qui font un bloc antiraciste là-dessus. Et donc je trouve que c'est vraiment de leur point de vue très courageux de se mêler dans cette ambiance particulièrement opposante. Donc il faut être... suite à la guerre à Gaza. Donc vous ne voulez pas les soutenir en allant marcher avec eux? Je les soutiens, moi en tout cas, je trouve qu'ils ont vraiment une position là-dedans tout à fait courageuse et à souligner, parce qu'ils disent l'antisémitisme c'est un vrai problème, on ne veut pas être instrumentalisé pour des visées islamophobe ou raciste sur une autre communauté, et donc on fait un bloc antiraciste parce que l'antisémitisme, comme les autres formes de racisme, sont insupportables. Vous êtes d'accord avec eux que c'est un vrai problème, donc on attend une proposition du PTB en la matière pour lutter contre l'antisémitisme. Vous viendrez nous l'expliquer la prochaine fois. Oui, non. C'est paradoxal. Oui, bon. Je trouve, mais pour commenter les deux réactions, je trouve très rapidement que c'est dommage que le débat sur l'antisémitisme ait été autant pollué, parce qu'on n'a jamais parlé du vrai problème qu'est l'antisémitisme en fait. Il a été complètement extirpé. On a parlé des oppositions, des pour et des contre, sans parler du problème qu'est l'antisémitisme et d'autres formes de racisme qui malheureusement existent encore en Belgique. Et par rapport à la loi anti-casseurs que j'ai quand même pas mal suivie, je trouve aussi assez drôle qu'il y ait ce revirement qui fait partie effectivement du jeu politique, puisque la demande, pas telle qu'elle, vient quand même d'un bourgmestre socialiste qui n'est autre que Philippe Claus, et qu'on voit que les débats évoluent en fonction aussi de mille et une choses, parce qu'il y a des pressions, parce que ceci, parce que cela. La réelle politique. Exactement. Alors, on va passer à Ils l'ont dit, c'est une petite rubrique où je vous propose des phrases et vous allez réagir, mais en un mot. Si Trump n'était pas candidat, je ne suis pas sûr que je me présenterais, a dit Joe Biden. En un mot, Leïla Lesseni ? Bah oui, peut-être qu'il est un peu vieux, mais voilà. Un peu vieux. Et vous, Jean Spinette, là-dessus ? Il faut toujours faire attention. J'ai appris ça à mes dépens quand on répond à un journaliste comme ça, quand on est fatigué en descendant d'un avion ou qu'on est pris faut pas dire n'importe quoi. Retard, donc il faut sourire et dire bonjour. Alors, une autre phrase. Une voix flamande a moins de valeur qu'une voix francophone. C'est ce qu'a dit Zoual Demir le 24 novembre. C'était à la VRT. Jean Spinette ? C'est au niveau vocal ou bien c'est magnifique. Mais c'est faux. Oui, bien sûr, c'est faux. Mais c'est ce qu'elle a dit. Oui. Donc aujourd'hui, on peut énoncer très fort un mensonge total, et en faire une vérité. C'est magnifique. Leïla Lesseni, là-dessus ? Non, mais voilà, c'est le fonds de commerce de la NVA. C'est toujours essayer de diviser la plupart de la population sur des bases qui sont complètement insupportables. Et c'est effectivement faux, puisque à la Chambre, les élus... Évidemment. Voilà, c'est proportionnel. C'est pour ça qu'il y a plus de néerlandophones que de francophones. Je ne comprends pas grand-chose, moi, pour cette édition des experts, je vous le dis. Mais c'est dire que les Flamands n'ont rien à dire en Belgique. Voilà, c'est tout. C'est creux. Mais oui. Mais elle n'est pas là pour se défendre, donc voilà. Et à Bruxelles, c'est pas tout à fait. En plus, à Bruxelles, c'est différent. Effectivement. On va passer à un autre sujet, à une double contrainte intéressante, un double bind. Certains se plaignent du manque de bleu dans la rue, notamment, il n'y a pas assez de policiers de quartier, on entend souvent ça au moment des campagnes électorales. Et aussi, en même temps, on voudrait qu'ils soient davantage formés à plein de choses, et notamment être formés à moins avoir appel à la violence, à la brutalité, ou parfois même aux bavures. Cette semaine, le tribunal a condamné 3 policiers dans l'affaire Sabrina et Wissam, du nom des victimes des suites d'une course-poursuite. Reportage Arnaud Bruckner et Charles Carpro. Au terme de l'audience, soulagement teinté de déception pour les parties civiles. Les policiers sont condamnés pour homicide involontaire par défaut de prévoyance. On est soulagé que la justice ait été rendue, donc ça réaffirme notre confiance dans la justice. Mais on avoue qu'on a quand même été déçus par rapport aux peines qui ont été prononcées. Des peines de quelques mois de prison. Le 9 mai 2017, 2 des policiers jugés prennent en chasse la moto qui tente d'échapper à un contrôle. Avenue Louise, elle percute mortellement un combi de police intentionnellement placé là. Le conducteur de ce combi est le plus sévèrement puni, 10 mois de prison avec un sursis de moitié. Les policiers qui poursuivaient la moto, eux, sont condamnés à 5 et 8 mois d'emprisonnement avec sursis de moitié également. Cette course-poursuite, elle n'était pas nécessaire parce qu'en fait, dès le départ, ils avaient la plaque d'immatriculation de la moto
et l'identification du conducteur. Et donc, ils auraient pu convoquer ce conducteur plus tard pour faire constater les infractions de roulage. Et par ailleurs, elle n'était pas proportionnée parce que ce genre de course-poursuite en milieu urbain à des très grandes vitesses, c'est extrêmement dangereux. Le devoir de précaution aurait donc dû prévaloir selon la Cour, même si le refus d'obtempérer de Wassim était bien un agissement suspect. Pour les 3 policiers, le parquet de Bruxelles et le procureur avaient requis un non-lieu et n'ont donc pas été suivis par la juge. En tant qu'avocate, moi je constate que la suspension du prononcé a été refusée, qu'il y a un sursis partiel, ça veut dire des peines de prison partiellement fermes, et que en matière de violence policière, c'est quasi du jamais vu. Donc je constate que c'est quand même un signal fort qui est envoyé à ce niveau-là. Les 3 policiers étaient absents à l'audience. Du côté de leur zone de police, on prend acte du jugement. Je réitère ma confiance en nos inspecteurs de police et soutiens tous les collègues qui œuvrent chaque jour pour une société plus sécure. Nous analyserons le présent jugement et envisagerons les démarches à suivre. En 2017, Wassim était mort sur le coup. Sabrina avait perdu la vie quelques heures après l'accident. Alors je dois signaler que les avocats des policiers ont refusé de répondre. C'est pour ça qu'on ne les entend pas dans notre reportage. Alors, Léla Saini, première fois quand même qu'on envoie des policiers en prison. Ils ont fait appel aussi par ailleurs. Est-ce que ça veut dire que la justice tient davantage compte des victimes des violences policières ? C'est quand même assez exceptionnel. Je crois que c'est un peu tôt pour pouvoir dire qu'il y a fondamentalement un changement dans la façon dont la justice prend en compte ces dossiers. Mais ça me semble nécessaire, en fait, que les policiers ne soient pas plus, mais pas moins que d'autres professions, blanchis au départ, peu importe ce qu'ils ont fait. Donc ici, on a vraiment eu tout un processus pour arriver à ce jugement-là, puisque en fait le procureur n'a jamais voulu poursuivre ces policiers. D'ailleurs, demandé un non-lieu. Et il a demandé un non-lieu à l'audience, alors que la juge a quand même fait un jugement très motivé d'une centaine de pages pour expliquer pourquoi il y avait des erreurs par rapport aux instructions qui sont données aux policiers. On ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace public et on doit essayer justement d'apaiser et de se dire, OK, en fait, si ces courses-poursuites-là, pour des délits mineurs, on était là, ils devaient arrêter ces jeunes parce que la fille n'avait pas de chaussures de sécurité et parce que le conducteur n'avait pas mis son clignotant. C'était les seules choses qu'on essayait, que les policiers ont reproché à ces 2 jeunes. Donc ils ont lancé une course-poursuite qui était dangereuse et je pense qu'on peut tous se dire que c'est pas exactement le type de police qu'on a besoin, mais pas non plus pour les policiers, sincèrement, parce que je ne crois pas que ça doit être très agréable non plus pour les policiers de se dire qu'il y a 2 jeunes qui sont morts comme ça et que ça aurait pu en fait être évité. Jean Spinette, vous en tant que bourgmestre, vous occupez de la police, et je vois que vous avez amené pas mal de documentation avec vous. Pas de documentation. C'est la loi sur la police. C'est la loi de fonction de police. Et donc effectivement, j'ai pris ces fonctions de bourgmestre il n'y a pas tellement longtemps, et donc j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la législation sur les forces de l'ordre, justement, juste sur cette question. Et c'est vrai que l'interprétation pour un policier qui est en action d'exercer avec mesure l'exercice de la force, ce qu'on attend de lui, est assez bien réglementée, sauf qu'ici, vous imaginez ce qu'il faut étudier. Et c'est vrai que sur la question de la proportionnalité d'une réaction et sa subsidiarité à d'autres moyens qui auraient pu être privilégiés à l'exercice de la violence, c'est vrai que quand vous êtes en train de poursuivre un suspect, je retiens madame pour le côté mineur des choses, on est bien d'accord, l'absence de chaussures de sécurité, ça m'est même arrivé, je me suis fait verbaliser et c'était bien fait, mais effectivement c'est vrai que vous n'avez pas refusé, vous n'êtes pas parti. Se soustraire à une arrestation juste pour une amende et une sanction, c'est vrai que c'est problématique, mais pour l'évaluation du risque de quelqu'un qui part, c'est vrai que de nombreux contrevenants qui partent à grande vitesse, mais on va se demander aussi comment nos policiers vont
aujourd'hui réagir par la suite sur ces interprétations qui doivent être en fait dans le live où on doit évaluer le risque. Si quelqu'un décide de partir très vite pour une chose aussi badine qu'une absence de chaussures et fonce à vive allure dans les tunnels et qu'on se met à courir derrière, c'est vrai que c'est assez particulier. Des experts vous diraient qu'effectivement il y a une erreur d'interprétation et que l'interprétation aurait dû être autre et qu'on avait l'identification. Mais que dit le conseil de police par exemple? Que dirait le conseil de police là-dessus? Clairement, je ne pense pas que c'est au conseil de police à estimer. C'est vrai qu'ici, la justice se prononce, il y a des effets juridiques qui sont mis, des choses qui sont mises en balance. Moi, j'essaye de voir, en tout cas, ce qui est problématique, c'est qu'on a 2 jeunes qui sont morts. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on peut tirer, qu'il y a sans doute une mauvaise interprétation dans le chef des policiers en action. Mais quelque part, il y a aussi cette véritable question, quand on voit tous les rodéos qu'il y a, quand on voit des gens qui fuient, des gens qui commettent des actes et qui sont sur des scooters ou des motos à vive allure dans la ville, est-ce qu'on demande à nos policiers de ne plus poursuivre? C'est la question que nous retourne à juste titre. Mais qu'est-ce que vous leur répondez et c'est de voir, c'est justement que moi je suis à leur côté en me demandant comment est-ce qu'on fait ça en live, en pleine action, et je suis aussi à me dire que c'est quand même malheureux qu'il y ait une mauvaise interprétation dans cette question et qu'on est en train de monter ça en épingle aussi, je pense. Il y a un exercice de justice qui est fait, il y aura sans doute des recours, et j'espère que de toute façon, il y aura un apaisement de notre société dans cette question, qu'on ait confiance dans notre police pour le travail qu'elle effectue au quotidien, les centaines de gens qu'elle peut sauver, et qu'on ait aussi confiance dans le fait qu'elle respecte toutes les catégories de population sur notre territoire. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus clair pour les policiers sur le terrain, Mariam Benayad. Justement, alors tout d'abord, moi je ne pense pas qu'on est au sens strict du terme dans un cas de violence policière. Je rappelle juste que je traite des questions liées à la police et à la justice en tant que journaliste, donc c'est des sujets sur lesquels je reviens très très régulièrement. On n'est pas au sens strict dans un cas de violence policière, mais je pense que la question qui a fait débat au niveau de la justice, c'est l'usage proportionné ou disproportionné de la force. Est-ce qu'on est dans un cas d'abus de la part de la police? Est-ce qu'il était nécessaire, est-ce que ce n'était pas disproportionné d'entamer une course-poursuite pour arrêter des personnes qu'il était possible d'interpeller autrement parce qu'il y avait d'autres moyens d'information? Donc on est dans 2 choses qui sont liées mais qui sont quand même un peu nuancées. La loi de fonction de police que M. Spinetta a entre ses mains date du début des années 90. Donc on demande aux policiers de connaître des choses qui datent qui a 30 ans. Qui ont 30 ans, même un peu plus maintenant, qui ne sont pas toujours réformées, qui ne sont certainement pas connues. On sait que nul n'est censé ignorer la loi, mais je ne pense pas que tous les policiers connaissent de fond en comble la loi de fonction de police, qui n'est pas beaucoup changée. Donc je pense que le débat de fond qu'on doit avoir, c'est il ne faut pas, comme vous l'avez dit en introduction, des bleus partout. Il faut une police présente. Je n'ai pas dit qu'il fallait. En tout cas, non. Certains le disent. Voilà, la question, moi je dis, il n'en faut pas partout. Il en faut mieux former aux bons endroits en ayant les bonnes actions. Ça paraît très idéaliste, mais on est en train de mélanger tous les débats. Et si on a une situation qui tend vers cet idéal, peut-être qu'on aura des tensions en moins, on a une situation plus apaisée et moins de tension parce que ce sont souvent des jeunes. Il y a Wassim et Sabrina, il y a eu Adil, il y a eu Mehdi, et la liste est extrêmement longue. Donc, il y aura d'autres procès à venir, exactement. Effectivement. Je voudrais quand même qu'on parle du froid et de ceux qui se retrouvent à la rue au temps du grand froid, du froid. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on a raison de voir cela de manière continue plutôt que simplement juste pendant l'hiver? Je m'adresse de nouveau là au bourgmestre. Comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain? C'est dramatique. J'ai même croisé hier deux personnes relativement âgées qui attendaient la semaine prochaine pour pouvoir avoir accès à Pierre d'Angle, parce qu'on peut y aller qu'une semaine sur 2. Le monsieur avait 77 ans. Et donc oui, c'est une situation de la crise de l'accueil qui n'est pas gérée, parce que derrière le sans-abrisme et le froid se cache quelque chose que tout le monde sait, c'est que ce ne sont pas des sans-abri. Si on se limitait ce critère au sens strict, heureusement on l'a élargi dans les dénombrements qui sont faits à Bruxelles, mais si on vérifiait les types de population, on s'est toujours battu contre ça, parce qu'un homme et une femme, c'est égal à un homme et une femme, mais clairement on est devant des milliers et des milliers de personnes qui relèvent de la crise de l'accueil, et qui, comme ça n'est pas géré au plan fédéral, se retrouvent dans nos rues à Bruxelles à défaut d'accueil, et donc viennent aussi dans les centres d'accueil
qui était traditionnellement pour la réinsertion, la réorientation vers le logement, le housing first. On a des gens qui n'ont aucune possibilité ni de travailler, ni d'accéder au territoire, qui se retrouvent dans des conditions horribles, susceptibles d'être exploités, de plonger dans plein de problématiques. C'est horrible. Et donc, effectivement, les nombres de places, il y a 1500 places, je pense, pour l'accueil. Il y a 900 places liées au sans-abrisme, au sens même élargi. C'est insuffisant. Et donc, en fait, on est sorti du froid. Je pense qu'il faut surtout peut-être réfléchir à d'autres questions, qui sont des plans de répartition, qui sont des ILA spécifiques, éventuellement des régularisations des gens qui sont là depuis plus longtemps. Il y a plein d'autres débats qui pourraient régler ce problème sans être toujours en train de mettre un sparadrap. C'est vrai, mais dans l'urgence. Dans l'urgence, soyons clairs, il y a tout à fait moyen de régulariser certaines situations relativement urgemment. Et oui, il y a des centres d'accueil qui doivent encore être élargis, mais c'est pour ça que j'en appelle à une solidarité. 70% de l'aide médicale urgente est délivrée à Bruxelles. 8% rien qu'à Saint-Gilles. Et donc, effectivement, la gare du Midi, les espaces urbains, les hôtels désaffectés qui abritent ces personnes, ça arrange tout le monde qu'on soit dépassé à Bruxelles, j'ai envie de dire. Léla Lesseni, là-dessus, qu'est-ce qui manque à Bruxelles? Est-ce que la région peut faire davantage? Est-ce que le fédéral doit faire davantage? Il y a l'aide urgente sur laquelle nous, on s'est déjà positionné par rapport aux demandeurs d'asile. Je pense qu'effectivement, s'il y avait une répartition un peu plus correcte entre les différentes communes, on peut tout à fait loger quelques milliers de personnes. On l'a fait pour les Ukrainiens en leur délivrant un droit de séjour en Belgique limité. On a vu qu'on peut gérer en fait ça si on a une volonté politique. Mais plus généralement à Bruxelles, c'est bien d'avoir des places d'urgence, mais ce qui manque, c'est vraiment de comment est-ce qu'on travaille sur le fond des personnes avec sans domicile fixe ou bien qui ont un logement précaire. On a vraiment une crise du logement à Bruxelles, du logement abordable. Et là, on n'arrête pas d'entendre il y a 1 million de bureaux vides, il y a 10 à 12 000 logements vacants. Et en même temps, on a des milliers de gens qui dorment dans la rue. Enfin, il y a un truc qui est quand même vraiment problématique. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs endroits. Non, mais en fait, il y a de l'espace. Il y a de l'espace qui pourrait être, si on pense, au lieu de penser uniquement accueil pendant l'hiver, parce qu'en fait, il y a plus de morts en rue pendant l'été que pendant l'hiver. C'est pour ça qu'on on élargit, mais le problème, c'est structurellement, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Housing First, il y a eu en 2 ans, je pense, 60-70 logements au total seulement qui ont été créés. C'est une goutte d'eau. Et donc c'est vraiment, c'est Bruxelles Help qui dit que c'est une goutte d'eau. Donc oui, c'est une goutte d'eau. Et si on n'avance pas sur ce problème structurel du logement comme point de départ, les gens ont d'autres problèmes. Ils ont des problèmes de santé mentale de nouveau, mais aussi d'addiction, etc. Mais si on ne part pas du logement, le milieu associatif dit il faut partir d'un logement où les gens peuvent être posés pour pouvoir après travailler sur les autres problèmes. Très très rapidement, Jean Suinet, sur la commune par exemple de Saint-Gilles, est-ce qu'il y a des lieux qui pourraient être utilisés demain pour ces gens-là? Il y a des lieux qui ont été utilisés il y a encore pas longtemps. Ils viennent de désaffecter un hôtel qui servait de structure d'accueil. Le propriétaire n'était pas tout à fait adéquat. On a juste sur Bordet un centre d'accueil. Il y a des squats qui se font dans des bureaux. Donc en fait, on a ça au quotidien à Saint-Gilles depuis de nombreuses années. Pas spécialement officiellement. Pas spécialement officiellement, ou des organismes fédéraux ou régionaux qui s'installent dans des structures. On en a eu 3-4 aux alentours de la gare du Midi ces derniers temps. Et notre CPS, du coup, accompagne, suit ces publics mais il en faut davantage. Il en faut partout, et pas seulement à Bruxelles. Pas seulement à Bruxelles. Oui, Nicolas Dedecker, rapidement. Le paradoxe de cette histoire et l'impasse, c'est que ceux qui ont le plus de choses à faire sur ces problèmes, ceux qui font le plus de choses, doivent en faire le plus, de l'associatif aux voisins, aux CPS, aux communes, ce sont ceux qui ont le moins de prise pour résoudre ces problèmes. Et c'est ça qui est tragique, Jean-Jacques. On peut doubler les moyens de tous les CPS de Bruxelles, on ne résoudra pas le problème. Ce ne sont pas les CPS, ce n'est pas l'associatif, ce n'est pas vous ou moi qui aidons des personnes que nous pouvons voir dans la rue, qui pouvons résoudre ce problème. Ce sont les niveaux de pouvoir les plus éloignés du problème qui ont les clés en main. Et c'est sans doute parce qu'ils sont très éloignés qu'ils ne les prennent pas en main. Donc ça doit se retrouver dans les programmes, par exemple, prochaines élections fédérales ou européennes. Alors je vous propose de passer à présent au coup de cœur. Alors Nicolas, vous vouliez parler d'un débat qui a lieu prochainement, un débat au sommet. Ce n'est pas ce week-end, et donc j'excuse d'abord. C'est très commercial, et je suis aussi pour ça, mais c'est un débat qui est organisé par le Vif l'Express et par CNAC jeudi prochain à Beaux-Arts. C'est les 2 présidents de partis
une flamande et un francophone, Georges-Louis Boucher pour l'EMR et Félicia de Prateret pour Voreuil. Ils parleront en français ? Ça devait être Conor Rousseau. Eh bien, un parlera en français et une en néerlandais. Et c'est précisément, je pense, ce dont on a besoin, même si ce ne sont pas nécessairement les deux débatteurs les plus honnêtes intellectuellement, je les fréquente un peu, mais il faut qu'il y ait des confrontations, il faut que les gens voient, et il faut aussi, et ça c'est le rôle des médias, j'y reviens, qu'on vérifie ça. Mais je pense que ne pas avoir de lieu de confrontation, c'est vraiment empoisonner la démocratie, et c'est ce à quoi nous mènent notamment les réseaux sociaux, mais pas seulement. Donc oui, allez-y, c'est à Beaux-Arts. La structure politique du pays, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à débattre sur un média francophone pour un chef de parti flamand. Une grande entreprise flamande comme moi qui est... Oui, effectivement. Ou alors à c'est jeudi, c'est à Beaux-Arts, et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je crois que c'est presque complet, mais qu'il reste quelques places. Il est corporate, ce garçon. Oui, parfois, on peut penser que Bart de Wever peut-être participera à des débats sur des chaînes francophones, puisqu'il va se présenter, en plus de Bruxelles, en Wallonie aussi. À Charleroi d'ailleurs. Marem Benayat, c'est d'autres débats dont vous vouliez parler, oui, moi c'est un cycle de débats, c'est aussi un peu de la pub, oui et non, pas comme Nicolas Dedecker, je suis un peu moins corporate. En fait, c'est un cycle de débats sur des questions bruxello-bruxelloises, ça s'appelle les lundis cosmopolites, c'est un certain Henri Goldman que tout le monde connaît à Bruxelles qui est à l'initiative de... Il n'a rien à voir avec Jean-Jacques Goldman. Ah, il fait de la musique aussi, il fait de l'accordéon. Oui, mais c'est pas le même niveau. Non, c'est ça, il sera pas content quand il entendra. Mais bon, c'est la réalité. Il n'empêche que voilà, c'est M. Goldman qui est à l'initiative, donc c'est chaque lundi, ça a commencé il y a il y a un mois, pardon. Lundi dernier, il y avait un débat sur que faire des sans-papiers. En fait, c'est parti sur des récits de témoignages de personnes sans-papiers qui racontent leur intégration dans la vie active à Bruxelles, qui travaillent, etc. et tout. Le prochain lundi cosmopolite, parce qu'il y en aura tous les mois, chaque premier lundi du mois jusqu'aux élections. On n'est pas encore sûr du sujet, teasing, mais normalement, c'est censé être sur l'antisémitisme. Et pourquoi je dis on n'est pas encore certain, puisque pour trouver un panel de personnes qui puissent débattre dans la joie et la sérénité sur cette question-là, comment vous dire, c'est pas gagné. Je vous conseille samedi prochain, à l'heure des experts, la diffusion d'un dessin animé. Peut-être qu'on pourra l'utiliser en prévision de votre débat, sur le journal d'Anne Frank, produit par un cinéaste bruxellois, ne pas manquer. Donc, et le samedi suivant, soit le 23 décembre, toujours dans la case des experts, à l'heure des experts, une conférence sur les contraintes des plateformes numériques et des réactions des créateurs musicaux à cela. Tout sauf corporate. Ouais, tout cela, évidemment, c'est les octaves de la musique qui organisent cela. Donc, pour nous, on se retrouve le 6 janvier pour une émission spéciale Prévision 2024. Donc, d'ici là, joyeuses fêtes à tous et à toutes.